D'abord, à mon tour, de remercier Francesco Panese de m'avoir lancé ce défi, parce que c'est un véritable défi, de vous proposer ce soir un parcours dans l'espace et le temps sur les traces d'une image longtemps mystérieuse et insolite, objet de controverse, voire interdite, celle de l'embryon humain. Une image qui existe bien avant l'invention de l'échographie, qui, je vous le rappelle, n'apparaît que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Une image qui porte, à chaque époque, l'empreinte d'un imaginaire très particulier qui concentre toutes sortes de questionnements sur les frontières de la vie et de l'humain, sur le mystère de la procréation et de la sexualité. Quand, là où les semences deviennent-elles un embryon? Quand cet embryon se transforme-t-il en être humain? Quand et comment acquiert-il une âme? Nous allons donc voir, ensemble, comment se déclinent ces représentations, profanes mais surtout sacrées, dans le monde occidental, de l'Antiquité à l'époque moderne. Là, on va faire un grand saut, puisque la première image date du XIIe siècle avant et la deuxième, XVIIIe après. Mais c'est une période de l'histoire passionnante, puisque de cette période-là, cette image a fait l'objet de débats particulièrement riches. Mais les controverses sont-elles terminées? J'évoquerai pour conclure quelques-uns des enjeux contemporains de cette image aux frontières du visible qui restent toujours liées au vertige de l'origine. Une petite mise en place pour une définition. Je vais utiliser le terme d'embryon d'un bout à l'autre de l'exposé comme un terme générique, n'y cherchez pas de définition temporelle. C'est pour désigner l'enfant avant la naissance sans faire de distinction entre embryon, fœtus, qui sont des distinctions modernes. J'ajouterai que si le dossier antique est issu de mes recherches personnelles, je dois à mes collègues comme Elisabeth Yotta, Marie-France Morel, Caroline Schuster et bien d'autres encore, les pièces de l'important dossier sur le Moyen-Âge et l'époque moderne, des pièces que vous retrouvez effectivement dans le livre sur l'embryon humain. Alors je vais poser tout d'abord le dossier médical antique. Dossier médical, savant, appelons-le comme ça, même si quand on parle de procréation et d'embryon, avec sa part d'insondable, la limite entre rationalité et imaginaire devient vite très floue. Pourquoi en parler? Eh bien parce que ces hommes, c'est des hommes essentiellement, ont mis en place, ont élaboré des systèmes explicatifs sur l'embryogenèse qui vont constituer vraiment des discours fondateurs, qui vont être repris, retravaillés par les théologiens du Moyen-Âge, d'où est issue toute une partie de l'imaginaire occidental, religieux et scientifique. Donc, comment ces hommes se représentent-ils? D'abord, la conception. Là, il faut savoir qu'il y a deux théories qui dominent en Grèce. Chez les hippocratiques, on pense que l'homme et la femme émettent chacun une semence qui se mélange dans l'utérus et que la plus vigoureuse des deux détermine les principales caractéristiques de l'enfant. Donc une fille qui ressemble à sa mère, ça c'est que la mère avait une semence très forte, un garçon qui ressemble à son père, mais après il y a toutes sortes de nuances, donc une sorte de parité entre les sexes. Chez Aristote, et là c'est un discours qui va avoir beaucoup de descendance, il n'y a que la semence masculine qui possède un principe créateur. Elle insuffle les germes de vie dans la matière du sang menstruel, comme la présure fait cailler le lait. La femme n'est donc qu'un mâle stérile, elle n'offre qu'un réceptacle où l'enfant va grandir. Dans les deux écoles, on se représente la transformation de la semence en embryon comme un processus lent qui dure près d'une semaine chez les hippocratiques. La seconde étape voit cet embryon informe devenir peu à peu un être vivant avec des membres articulés, et les sexes se distinguent vers 30 jours chez le garçon et 42 jours chez la fille, parce que son embryon, postant féminin, il est forcément plus faible, plus imparfait. Les premiers mouvements du garçon sont perceptibles vers le 3e mois, ceux de la fille vers le 4e, voire le 6e mois, toujours pour la même raison. C'est important ces mouvements, et vous verrez que c'est aussi de l'importance dans l'iconographie. Ils manifestent l'animation de l'enfant. Et à propos d'âme, c'est chez Aristote qu'on trouve la théorie la plus influente de nouveau. Aristote dit que l'âme de l'embryon passe par 3 étapes. D'abord végétative ou nutritive, puis animale ou sensitive, avant d'être pensante ou rationnelle quand l'embryon a pris forme humaine.
Et la plupart des théologiens et médecins du Moyen-Âge vont adhérer à cette doctrine aristotélicienne, comme le dit Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Dans la génération, le principe actif vient du père, la mère fournit la matière, et ils vont reprendre cette embryogénèse avec cette succession des trois âmes, en christianisant la dernière, l'âme humaine, créée et infusée par Dieu, quand l'embryon a pris forme humaine. Et toujours selon Thomas d'Aquin, la forme humaine est atteinte une quarantaine de jours après la conception pour un mâle, 90 jours après pour un embryon féminin. Mais l'âme vient par contre de Dieu. Et puis dans l'Orient chrétien, ce sera différent. On va penser que l'animation se produit dès la conception. L'âme est créée en même temps que le corps. Et ça va être fondamental pour comprendre nos images. Donc il y a déjà deux conceptions, un héritage aristotélicien et deux façons de comprendre les étapes, pas d'étapes, dans l'Orient chrétien. Grégoire de Nice va dire que l'apparition du corps et de l'âme ne peut être que simultanée, car l'homme est un. Si je regarde les médecins antiques, on est un peu déçus si on cherche de l'âme, ils ne s'intéressent pas beaucoup à la question de l'âme, tout en reconnaissant que le fœtus est un être doué de sensations. On pense qu'il peut tomber malade, qu'il peut souffrir au 8e mois, le fameux 8e mois où, dit-on, les enfants peuvent mourir. Ils peuvent souffrir aussi avant ou pendant l'accouchement. Et on a un traité antique de gynécologie qui est parvenu jusqu'à nous avec ses illustrations. Il s'agit du traité d'obstétrique de Muschio, un médecin du VIe siècle après, qui écrit un petit manuel à l'attention des sages-femmes, dans lequel il montre un peu toutes les positions dans lesquelles peuvent se trouver l'enfant et comment doit procéder la sage-femme en cas de mauvaise présentation. Donc là, vous avez un embryon juste avant la naissance, figuré comme un adulte miniature, flottant librement dans l'utérus, en prenant toutes sortes de postures. Dans un trou de l'utérus d'ailleurs, il a un peu une forme de pod, de sac renversé. On ne voit pas de cordon, on ne voit pas de membrane amniotique. Et là, on est à la source d'une iconographie, d'une tradition qui va durer très très longtemps dans les traités d'obstétrique. Ce manuscrit-là date du 9e siècle après, donc il est conservé à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Bon, à côté de ces écrits, donc là j'ai parlé des écrits médicaux, je pourrais dire un mot encore des juristes, c'est vite dit, parce que pour les juristes, dans le fond, l'embryon n'est qu'une partie des entrailles de la mère, un viscère dont la destruction n'est pas considérée comme un homicide, il ne compte comme être humain qu'au moment de sa naissance. Eh bien, à côté de ces écrits, d'une élite masculine, on trouve toutes sortes de documents archéologiques, iconographiques, antiques, qui expriment dans leur langage une perception populaire du phénomène de la conception. Alors, il n'y en a pas beaucoup, et c'est pour ça que je vais un peu vous les montrer, parce qu'on ne les connaît pas bien, et on peut même les répartir en deux groupes selon le stade d'évolution de l'enfant. Alors je vais commencer par les embryons informes, qui probablement se rapportent à un désir d'enfant, et qui traduisent le phénomène de la conception d'une manière très élémentaire. Le premier groupe vient d'Italie, pré-romaine, du monde étrusque et italique. Ce sont des modèles d'utérus, on pourra y revenir dans la discussion, je peux vous expliquer pourquoi on le sait, mais croyez-moi, qui sont fabriqués entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, et qui viennent donc de sanctuaires, de divinités féminines, mais pas uniquement, des divinités salutaires, avec toutes sortes de variantes selon les ateliers. Alors vous avez là un modèle qui vient de Palestrina, avec des stries qui peuvent indiquer les muscles, les contractions qui permettent l'expulsion de l'enfant lors de l'accouchement. Il y en a d'autres en forme de poisson qui semblent animaliser l'utérus, d'autres encore, comme ceux qui sont plus bas, qui semblent presque l'anthropomorphiser. J'étais très frappée en voyant cette image, comme une bouche, une masse de théâtre. Et on sait qu'il y a tout un discours qui anthropomorphise l'utérus. Mais le plus intéressant est à venir. Il y a une dizaine d'années, des archéologues italiens ont eu l'idée de radiographier des ex-voto creux. Et ils ont découvert qu'ils contenaient une ou deux boules, deux petites boules d'argile qui étaient vraiment encloses dans l'utérus, qui font 1 centimètre de diamètre. Il n'y en a jamais plus que 2, et qui pourraient tout à fait représenter l'embryon que la femme souhaite concevoir. Alors vous allez me dire pourquoi 2 ? Eh bien parce qu'en milieu italique et romain, c'est une heureuse coïncidence, les naissances gémellaires sont très bien accueillies. Donc il n'est pas impossible qu'on ait déposé cet ex-voto et qu'on ait là un témoignage de l'attention portée à la vie intra-utérine, mais dans sa toute première phase, celle de la semence fraîchement coagulée, mais déjà placée sous la protection d'une divinité.
On peut dire aussi que c'est une petite sphère qui exprime simplement un souhait de fécondité sans évoquer un stade précis de l'évolution de l'embryon. Une deuxième série d'objets est constituée de drôles de hochets dont le grelot pourrait également représenter l'embryon. On a un premier exemplaire qui vient de Délos, qui date de l'époque hellénistique, donc 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une statuette en terre cuite qui appartient à un type que l'on appelle les Aphrodites orientales. Alors pour commencer, je montre une vraie Aphrodite orientale, donc Délos, on est en Érégée, une plaque tournante à l'époque hellénistique, il y a des cultes orientaux. On voit donc cette femme assise avec un diadème, des sandales à haute semelle, parce qui sont un accessoire très érotique, paraît-il, avoir des semelles compensées. Et c'est pour ça qu'on les appelle Aphrodite orientale. Celle qui nous intéresse appartient à ce type, c'est une variante, donc elles ont toujours des bras articulés qui forcément ont disparu. Et celle-ci a comme variante une particularité, c'est que quand on la secoue, il y a un petit caillou qui résonne. Et là, donc, vraiment enclos à l'intérieur de la figurine. Et ce n'est pas un cas unique. Celui qui publie l'exploration archéologique de Délos nous dit qu'il y en a d'autres. Évidemment, il ne donne pas de référence précise. Quand vous écrivez à un conservateur en lui demandant de secouer chaque figurine, ne le fait pas forcément. Donc, je reste à ce que dit l'aumônier, qui bien sûr lui dit c'est un grelot, c'est rigolo, c'est enfantin, un peu trop pike. Or, si on poursuit l'enquête, on se rend compte que ce n'est pas un cas unique. Il existe d'autres figurines grelots, figurines féminines, comme cette petite terre cuite, ce qu'on appelle une terre blanche aussi, la tête est cassée, vous voyez qu'elle est pleine, qui elle aussi contient un grelot, et qui vient de la tombe d'un enfant très bas âge, conservé donc aujourd'hui au musée Carnavalet. Elle appartient à un type qu'on connaît bien, ce qu'on appelle les déesses mères, que vous avez à côté, bien connue en Gaule centrale. On les appelle Dea Nutrix, comme archéologue, parce qu'elle personnifie la matrone par excellence, qui allaite des jumeaux, qui symbolise sa fécondité inépuisable. Donc notre figurine, elle, a une différence, c'est qu'elle résonne quand on la secoue. Et il y en a d'autres aussi dans cette série, des Dea Nutrix. Maintenant, si on se tourne vers les textes, on se rend compte que dans les textes magiques, ou les traités des lapidaires, donc les traités sur les vertus des pierres, on retrouve cette image du grelot, pour dire la conception, pour dire une grossesse, et l'embryon. L'exemple le plus célèbre est celui de l'aétite, qui est probablement une sorte de géode, que les auteurs décrivent comme une pierre enceinte d'une autre pierre plus petite que l'on entend bouger quand on la secoue. Donc le procédé est connu. Pline nous dit, cette pierre est grosse d'une autre pierre qui résonne quand on la secoue, enfermée comme dans un utérus. C'est vraiment clair. Donc par magie sympathique, l'aétite va protéger la grossesse et faciliter l'accouchement. Et on a un traité d'Amigéron et Vax sur les pierres qui nous décrit son aspect et qui nous dit comment il faut l'utiliser. Donc une pierre de couleur pierre ponce, d'aspect rugueux, elle contient en elle une autre pierre comme si elle était enceinte. Elle est utile aux femmes enceintes, liée au bras gauche, elle empêche les fausses couches. Elle est également apte à accélérer l'accouchement, car quand la femme est au travail, si on introduit la pierre, si on la broie et si on la met sur ses reins, elle sera aussitôt délivrée. Et là, on entre dans la très longue durée, puisqu'en Europe occidentale, l'usage des pierres aétites va perdurer jusqu'au XIXe siècle. Et on conseille toujours, mais c'est un savoir parallèle, de les porter pour éviter une fausse couche ou pour faciliter l'accouchement. Là, vous avez plusieurs exemples, donc d'une vraie géode enceinte d'une autre pierre, et là des gravures, ici aussi, de documents de pierres enchâssées et donc portées comme des talismans pour avoir une heureuse naissance. Donc, notre première série d'objets, notre petite figurine, pourrait tout à fait signaler, elle aussi, ce même symbolisme, l'existence discrète d'un embryon sous la forme d'un grelot caché au cœur soit d'un ex-voto ou de figurines féminines. Donc un grelot qui symbolise une promesse de fécondité et qui intensifie aussi les pouvoirs protecteurs de cette figurine. Je vous ai dit qu'il y en a une qui vient d'une tombe d'enfant et la protection de l'anotrix a pu s'étendre à l'enfant. Là-dessus, on reviendra peut-être parce que je viens de tomber récemment sur encore un hochet dans la tombe d'une fillette de 6-7 ans et c'est encore une fois une figure féminine, protectrice très probablement. Si je passe maintenant au deuxième groupe, l'enfant prêt à naître avec des membres distincts. Il y en a très très peu dans l'Antiquité.
Je n'en connais que 3 exemples, mais tout à fait exceptionnels. On va repartir dans le groupe des Aphrodites orientales. Hein. C'est peut-être pas un hasard. Hein. C'est une sorte une variante, mais plus complexe. Je vous montre les 2 premières, ici, à gauche. Donc, 2 figurines tout à fait identiques, qui viennent d'Asie mineure, probablement de Myrina. Elle mesure à peu près 22 cm. On revoit cette femme, cette fois elle est nue, assise. Elle avait des bras articulés qui ont disparu. Et elle a cette tête ornée d'une haute coiffe, d'un diadème. Elle porte aussi un collier, rehaussé de peinture dorée, qu'on voit peut-être pas très bien ici, et une chaîne croisée autour du corps en sautoir. Et on retrouve aussi des grosses sandales à semelle épaisse. Et puis vous distinguez ici un petit couvercle. Alors, il y a un 3e exemplaire qui est au Louvre, mais il n'y a que cette cavité dans le ventre, la cavité est vide. Et ici, ce qui est exceptionnel, donc ces 2 pièces qui sont apparues sur le marché de l'art dans les années 90, ce qui est exceptionnel, elles devaient venir d'une fouille clandestine en Asie mineure. Hein. Quand on soulève le petit couvercle, on trouve un bébé. Il y avait un bébé caché à l'intérieur du ventre. Et ce n'est pas une boule informe, ce n'est pas un adulte miniature, comme on va le voir pour les autres siècles. C'est un embryon, hein, aux formes potelées, les poings serrés sur la poitrine, les jambes fléchies. Alors vous imaginez bien qu'on s'est posé beaucoup de questions sur l'identité de ces figurines. Qui est cette femme? Est-ce que c'est une divinité? Est-ce que c'est une prêtresse? À quoi sert l'objet? À cause de sa haute coiffe, de cette pose hiératique, à cause de ses ornements, on pense plutôt à une divinité, une sorte, alors je résume, d'Aphrodite Isis, puisqu'on est au milieu de Délos, où il y a des cultes orientaux, une divinité donc associée à la protection de la fécondité et de la maternité. Alors, je vous en montre d'autres, hein, mais celles-ci ne contiennent rien. Là, c'est pas un objet à astuce. Celui qu'il y a un autre, et là, c'est astuce. Elle a aussi cet intérêt qu'elle est faite pour être touchée, pour être manipulée. D'abord, il y a ses bras qui sont articulés, donc on peut habiller la figurine, et on sait qu'en Grèce et aussi à Rome, on pouvait tisser des habits pour une divinité. Mais surtout, on est bien obligé de la toucher si on veut ouvrir le petit couvercle, hein, et voir le bébé. Donc, un objet qui n'est pas un objet qu'on ne fait que contempler, un objet que l'on touche. Et on s'est demandé si cet objet pourrait témoigner de l'avancée des connaissances anatomiques en Asie mineure à cette époque. Parce que vous le savez peut-être, à Alexandrie, vers 300 avant, il y a des médecins qui vont pratiquer des dissections sur des corps non seulement masculins, mais aussi féminins, et découvrir toutes sortes de choses, comme Hérophile. Ça ne joue pas très bien, parce que ce corps, vous le voyez bien, c'est le corps d'une déesse, son corps idéal, parfait. Ce n'est pas le corps d'une femme enceinte. Bien sûr, vous allez me dire, on trouve le même contraste avec des modèles anatomiques des 18e et 19e siècles, qui sont aussi des objets astuces, des boîtes à surprise. Là, je vous en montre une magnifique qui date du fin 18e siècle, en ivoire et métal. C'est ce qu'on appelle des Vénus anatomiques. Là aussi, quand on ouvre le couvercle, se révèle un utérus gravide. Mais à Myrina, on est en fait très loin de cette théâtralité qu'on retrouve aussi sur cette Vénus gravide fleur, hein, d'Adrian van den Spiegel, c'est une gravure de 1626, où on a une femme qui, avec son ventre ouvert, consciente d'être regardée. Il y a une dimension un peu voyeur. D'ailleurs, on sait que ces Vénus anatomiques n'ont pas vraiment servi, n'avaient pas d'intention pédagogique. C'était vraiment des objets de curiosité. À Myrina, on est face à tout à fait autre chose. Donc, pas un regard voyeur, pas un matériau précieux, c'est de la terre cuite. Et d'ailleurs, quand on regarde l'intérieur, il n'y a rien à voir à l'intérieur, il n'y a pas d'utérus, il n'y a pas de disposition d'organes. En fait, on est plus proche aussi pour l'embryon d'une iconographie sacrée égyptienne. Là, je vous montre le petit dieu nain Ptah, un nain qui, dans la tradition égyptienne, préside aux accouchements. On aurait une déesse qui contiendrait peut-être l'image d'un dieu prêt à naître, comme Horus Harpocrate. Je terminerai ce survol antique avec une dernière catégorie d'objets qui témoigne du souci de protéger cette vie en formation et nous propose encore un autre modèle d'embryon. Il s'agit de gemmes magiques que l'on appelle utérines et qui ont connu une vogue extraordinaire à l'époque romaine impériale, donc 2e, 3e siècle après, et dans toute la Méditerranée, surtout orientale. On pense qu'elles sont fabriquées en Égypte. Elles sont fabriquées en hématite. Là, je vous ai mis des morceaux d'hématite, hein, pour que vous ayez une idée de la couleur de cette pierre métallique, c'est un oxyde de fer, qu'on appelle donc hématite pierre de sang, puisque si on la broie ou si on la plonge dans l'eau, elle dégage une couleur rouge. Et donc par magie sympathique, on va dire qu'elle a le pouvoir de stopper les hémorragies
et de manière générale de contrôler les flux de sang. Là, vous avez des exemplaires parmi les plus répandus, et on va rapidement analyser cette image qui est un peu énigmatique quand on la voit la première fois. Alors, les éléments les plus de base, c'est d'abord cette drôle de chose ronde, ovoïde. C'est une ventouse. C'est une comparaison qu'on trouve dans les textes médicaux. L'utérus est comme une ventouse, l'utérus aspire le sperme. Voilà, c'est une comparaison qu'on voit chez Aristote et d'autres. Au sommet de la ventouse, il y a deux tiges, deux éléments, deux traits que certains ont tenté d'identifier avec les trompes de Fallope que trouve Hérophile à Alexandrie et puis Butérin, c'est possible. On a aussi un autre élément. Alors ce drôle de peigne, c'est en fait une clé coudée, qui est l'attribut des divinités qui président à la procréation et au mariage, comme Héra. Et on sait par un texte d'un auteur romain que les femmes, nous dit-il, c'est Festus, ont l'habitude d'offrir une clé pour un accouchement facile. Et on a trouvé des clés dans des sanctuaires de femmes, comme ce sanctuaire de Vénus Aphrodite en Italie centrale, avec une dédicace d'une femme. Longue durée, puisque si vous avez vu l'exposition du baiser au bébé, vous avez sans doute vu cette clé, une clé en cire d'abeille qui provient du Valais et qui était déposée en offrande donc dans une église pour demander une naissance facile au début du XXe siècle. Et puis enfin, il y a un élément tout à fait égyptien, c'est ce serpent qui se mord la queue, un ourobore, et qui symbolise, lui, un espace magique, un espace protégé, si important pour que s'y développe un enfant sans autre souci, sans souci d'une fausse couche. La clé d'ailleurs participe à cet imaginaire-là, elle doit fermer l'utérus, elle doit le rouvrir quand arrive l'accouchement. Il y a toutes sortes de divinités sur ces gemmes, je vous les montre rapidement, je vous montre un exemple parmi les plus typiques. On a d'une part tout à droite Isis, c'est le prototype de la mère par excellence, Isis qui est la mère de l'enfant russe, et par là la protectrice de tous les petits-enfants. Et puis vous avez au milieu Khnum, le dieu bélier Khnum, qui est, disent les textes égyptiens, celui qui forme les enfants à naître sur son tour de potier. Et là on rejoint un imaginaire qu'on voit aussi dans les textes grecs, c'est que l'enfant dans la matrice est comme dans un four, donc un potier, il y a une cuisson, et on la trouve aussi en milieu égyptien. Et là, en l'occurrence, il tient sur sa main l'utérus ventouse. Et puis en face de lui, alors il y a celui qu'on cherche, c'est l'embryon sous la forme d'Horus Harpocrate, l'enfant divin, donc le fils d'Isis et d'Osiris, tout à fait formé, prêt à naître, sur les épaules d'un nain, ces fameux nains qui aident à la naissance. Il est figuré comme un enfant parfait, c'est le hiéroglyphe du mot enfant, donc il est figuré de cette manière-là. C'est comme ça qu'on va figurer d'autres femmes enceintes dans l'art égyptien, comme le corps de la déesse Nout, qui porte ici en transparence le dieu solaire Ré, qu'elle avale chaque soir pour le faire renaître au matin. On la retrouve d'ailleurs sur cet ostracone, où en plus, là, le peintre a ajouté un petit détail, c'est le sexe en érection de l'enfant, mais pour indiquer sa puissance vitale. Enfin, il y a quelques gemmes qui indiquent que cet enfant, on se le représente comme actif, il n'est pas là à attendre de naître, passivement, qu'on le protège. Et ça rejoint aussi ce que disent les textes hippocratiques. L'enfant déclenche sa naissance quand il a faim, ou le moment où il n'a plus assez à manger dans l'utérus. Donc il va bouger, agiter les pieds, et dans le traité de la nature de l'enfant, on va dire qu'il naît un peu comme un poussin va éclore, en bougeant les pieds et en cassant les membranes. Et là, sur cette gemme qui est magnifique de la collection Bonner, on a un enfant assis sur l'utérus qui tient la clé. C'est lui qui décide quand il va naître. Il sait quand il va naître. Et cette gemme a dû être portée par une femme qui souhaitait une naissance à terme, heureuse et facile. Enfin, une dernière gemme qui se réfère aussi à cet imaginaire-là. On peut lire Épipodia. Épipodia. De l'autre côté, on a de nouveau l'utérus ventouse par les pieds, qui suggère à nouveau que l'enfant va casser ses membranes et va naître au bon moment. Donc voilà, un premier parcours dans le monde antique qui vous montre que dans le monde grec, étrusque, romain, bien loin de l'indifférence des juristes, mais dans un cadre religieux, magique, votif, on se représente cet enfant à venir, souvent associé à un modèle divin comme Horus Harpocrate, mais pas exclusivement. Et ça, c'est tout à fait unique par rapport à ce qu'on va voir ensuite. On peut aussi se le représenter de manière informe, sans trait humain. Et ça, c'est unique par rapport aux siècles qui vont suivre, où l'embryon, c'est ce qu'on va voir maintenant, profane ou sacré,
aura toujours un aspect humain dès le début de la gestation, comme il se doit pour une créature faite à l'image de Dieu. Alors on va passer au Moyen-Âge, et en glissant jusqu'à l'époque moderne, Moyen-Âge, monde chrétien, où l'image de l'embryon, on pourra peut-être y revenir, est rare quand on est en contexte profane. La grossesse en général est rare en contexte profane, aussi dans l'Antiquité, moins rare en contexte religieux, quoique on va voir qu'elle va faire l'objet de vifs débats théologiques jusqu'à devenir interdite. Ce qui est en cause, c'est le mystère même et fondateur de l'incarnation. Dieu fait homme. Et dans cette iconographie sacrée, il y a deux moments qui vont suggérer ce mystère avec l'image d'un embryon. C'est d'abord le moment de l'Annonciation, donc le moment de l'incarnation divine, où un ange apparaît à Marie, encore vierge, en lui demandant si elle accepte d'être la mère de Dieu, la Théotokos. Et l'incarnation se produit au moment où elle accepte, où elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». L'iconographie qu'on va voir suit de très près l'évangile de Luc. Alors on ne va pas tout lire, je vous remontre juste les moments les plus forts. Donc l'ange Gabriel arrive, il entre et il va dire « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi ». Cette parole est fait toute troublée et on verra ce trouble sur les images. Ensuite, deuxième partie en jaune, l'ange lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi », parce qu'elle dit « D'accord, mais comment ça va se passer ?» Ne t'en fais pas, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et puis elle dit « Bon, rien n'est impossible à Dieu qui est tout Verbe », et elle répond « Je suis la servante du Seigneur ». Donc on va voir de très près ces différents éléments mis en iconographie. Avec un deuxième moment fort dans la grossesse de Marie, c'est la visitation. Là, il y a un passage de Luc aussi qui va servir de référence. Donc la visitation, c'est le moment de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste. Et pour elle, c'est un miracle parce qu'elle est trop âgée, en principe, pour être enceinte. Et Marie donc, arrive chez Élisabeth. Élisabeth entend la salutation de Marie et son enfant bouge. Et c'est le moment de la révélation faite pour Élisabeth qu'elle est enceinte. Son enfant, Jean-Baptiste, tressaille de joie dans son sein. Donc ce sont ces deux moments-là qu'on va voir représentés à partir du XIIIe siècle pendant environ 200 ans. Donc surtout, je dirais, fin du XVe jusqu'au début du XVIe. C'est là que ça se termine. Une représentation d'un embryon divin. Et on va examiner toutes les solutions qui ont été choisies pour montrer cette nature paradoxale du Christ, à la fois humaine et divine, mais toujours, vous le verrez, c'est un petit homme. Donc en tout cas, c'est jamais un être informe. Lui, il a d'emblée une âme, contrairement au simple mortel. Je vous rappelle Thomas d'Aquin, le simple mortel, lui, eh bien, il est animé après 40 jours, si c'est un garçon, et 80 ou 90 jours, si c'est une fille. Le Christ, lui, c'est tout de suite. Alors, on va distinguer le monde byzantin et le monde occidental, où cette image va poser des questions différentes qui se répercutent sur l'iconographie. Dans le monde byzantin, cette iconographie se développe autour du culte marial, d'une Marie qui est désignée comme Théotokos, donc la mère de Dieu, une désignation qui est acceptée par le concile d'Éphèse en 431. Et c'est là qu'on va voir apparaître cette iconographie qui cherche donc à traduire cette double nature si particulière du Logos incarné. Alors il n'y en a pas beaucoup, je vais vous en montrer deux. Celle-ci donc est une icône de l'Annonciation qui se trouve à Moscou, qui date du début du XIIe siècle. On voit la Vierge debout, filant la laine. Alors vous avez distingué là son fuseau, elle file la laine, c'est un détail important. Et l'enfant se tient devant elle, il flotte, comme suspendu devant la poitrine de sa mère, et il fait un geste de bénédiction de la main droite. Le deuxième exemple est une icône du début du XIIIe siècle, qui vient du monastère de Sainte-Catherine dans le Sinaï. On retrouve le même schéma, la Vierge qui file la laine, là vous le voyez mieux, et le Christ entouré d'une mandorle qui est peint en grisaille sur sa poitrine. Alors là, ça vous le voyez moins bien. Il est là, vous le distinguez. Donc on l'a représenté, mais ton sur ton. Et il n'est pas vraiment sur le torse de la Vierge, il est près de sa main droite. Avec un détail iconographique que des chercheurs ont interprété de manière intéressante, comme soulignant la nature humaine du Christ, c'est le fil de laine pourpre que la Vierge est en train de filer. Certains chercheurs y voient l'évocation du cordon ombilical.
c'est possible, pourquoi pas. D'autres solutions vont bientôt se développer et dominer, notamment un type iconographique qui va être attesté dès l'époque paléochrétienne. Donc ce modèle-là, la mandorle, va pas vraiment prendre racine dans le monde byzantin. Ce qui va vraiment durer, c'est un autre type. Donc ici une icône du monastère de Sainte-Catherine, 7e siècle. On a une vierge qui tient des deux mains devant elle un médaillon ovale dans lequel apparaît le Christ debout. C'est ce qu'on appelle le type de la Vierge Nikopoios ou Blachernitissa, du nom d'un monastère. C'est ce type-là qui va l'emporter et dominer. Donc cette Vierge qui tient un médaillon devant elle, sur lequel figure, comme ici, le portrait du Christ incarné, que l'on appelle aussi mandylion. C'est une astuce, puisque le médaillon permet en somme d'escamoter la dimension trop humaine de la grossesse. Cette dimension humaine se trouve cependant dans quelques rares exemples de la scène de la visitation des XIIIe et XIVe siècles. Je vous montre là deux exemples tirés de manuscrits arméniens. À gauche, vous avez, et aussi à droite d'ailleurs, deux femmes qui se font face, qui s'embrassent. Elles sont enceintes et dans leur ventre apparaissent le Christ et Jean-Baptiste. Alors, c'est pas évident à voir, je suis d'accord, mais croyez-moi, ils sont là. Donc, c'est tout petit, ce sont des miniatures. Et en plus, elles sont vraiment dans un décor marginal. Ici, vous ne le voyez pas, mais en fait, ce n'est pas les deux personnages entiers, ce n'est que le portrait, que le buste, comme en fait on le voit dans le médaillon précédent sur l'icône russe. Donc, on a à nouveau retrouvé le type du médaillon, du mandylion, que l'on voit sur les autres scènes. Le plus bel exemple de l'art byzantin, c'est le dernier que je vous montre, mais c'est un exemple en fait influencé par le modèle occidental. C'est une fresque qui se trouve dans l'église de la Sainte-Croix à Pélendrie, à Chypre, et qui date du XIVe siècle. C'est d'ailleurs le seul exemple de peinture monumentale. Là, on a deux embryons détaillés, avec Jean-Baptiste qui, comme toujours, se prosterne devant le Christ, dont il a senti la présence, et le Christ le bénit. Donc, ce que vous pouvez retenir de cette première étape, c'est que ces images sont rares pour des raisons idéologiques, parce que dans la pensée théologique, et donc dans l'art byzantin, ce qu'on veut mettre en valeur, c'est la souveraineté du Christ, bien plus que son incarnation. Et le dispositif de la mandorle, qui entoure l'enfant posé sur le torse de Marie, bientôt remplacé par le mandylion, ou le médaillon, traduit au mieux cette suprématie de la divinité du Christ. Alors, c'est pas qu'on conteste la nature humaine du Christ, mais on ne peut pas insister davantage sur la nature humaine du Christ. Ça pourrait provoquer des controverses théologiques, et c'est ce qui va se passer dans le monde occidental, puisqu'on va arriver dans le monde occidental à l'interdiction des représentations de grossesse. Dans le monde byzantin, tout simplement, ça va être escamoté, on n'aura plus que ces images de la Vierge avec le médaillon qui est porté. Alors, voyons ce qui se passe dans le Moyen-Âge occidental. L'iconographie de l'Annonciation et de la visitation avec embryon s'y développe de manière alors très importante. Là, ce qu'on a vu, c'est 12e, 13e, petit bout 14e. On prend le relais avec le monde occidental, 14e, et on va s'arrêter avec le 16e siècle, où elles disparaissent. Donc on va être 200 ans plus tard. Avec une gamme de scènes qui s'élargissent, puisqu'on va voir donc Annonciation, Visitation, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, avec des saintes femmes, qui sont aussi représentées seules. Alors il y a la Vierge, Sainte Élisabeth, mais on a aussi Sainte Anne. Donc on va voir un peu plus d'embryons, c'est-à-dire le Christ, Jean-Baptiste, mais aussi la Vierge Marie, comme embryon. Alors commençons par l'Annonciation, ce moment de la conception du Christ, qui est toujours figuré par un rayon qui vient du ciel et qui rend visible l'action de l'Esprit Saint, symbolisé par la colombe qui descend sur la Vierge. Et c'est un rayon qui généralement descend vers sa tête et vers son oreille pour traduire une autre pensée théologique, c'est le Verbe. C'est une conception qui se fait par le Verbe, donc le Verbe on l'écoute, il se fait par l'oreille. Et derrière la colombe, ou à sa place, un petit enfant descend sur la Vierge. Alors pour vous donner une idée de la popularité de ce thème, entre le 14e et le 15e, il y en a plus de 250. Alors on ne va pas tous les voir, on va voir les plus significatives de ces variantes. Indication géographique, ça se développe en Italie, tout d'abord,
pour des raisons liées à la mystique franciscaine, qui a une grande dévotion envers Marie, l'Italie, la Toscane. Puis au XVe, ça se répand dans toute l'Europe. Et au XVIe, le motif va survivre, mais en France et dans les pays germaniques. Ici, ce que je vous montre, c'est une des plus anciennes, probablement peintures, de 1306, pense-t-on, du peintre Pacino da Buonaguida, qui illustre un texte de dévotion franciscaine, le Lignum Vitae, donc l'arbre de vie, écrit à 1274 par Saint Bonaventure. Donc on a une scène d'annonciation qui se trouve en fait sur la dernière branche de l'arbre, ici. Et on a donc tout en haut le Dieu le Père qui tient un médaillon avec un buste du Christ qui envoie le rayon sur la Vierge. Et là, c'est une image unique, parce qu'il n'y a, si vous regardez bien, pas qu'un embryon, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, donc le premier ponceton représente, alors là, il faut se retourner sur Bonaventure, qui écrit ce Lignum Vitae, hein, cet arbre de vie, et qui a une théologie assez complexe, que je vous épargne, mais le premier enfant, c'est l'âme divine du Christ, et le deuxième, c'est son corps humain. Alors ça, c'est une façon de faire qui n'a pas eu de survie, hein, donc elle est tout à fait unique. Elle est assez compliquée, effectivement, et sans doute on a craint qu'il y ait toutes sortes de dérives au sujet de la double nature du Christ. Ce qu'on va trouver ensuite, c'est qu'un embryon. L'embryon du Christ enfant, hein, du verbe enfant, le Logos Knaben, hein, disent les Allemands, qui a toutes sortes d'attitudes qu'on va passer en revue dans l'ordre chronologique. Alors on va continuer avec le XIVe siècle, en Italie, avec Lorenzo Veneziano, où l'on voit Dieu le Père qui s'apprête, alors j'ai mis chaque fois un peu un agrandissement pour que vous voyez mieux, qui s'apprête vraiment à lâcher sur terre le petit embryon. Et un embryon qui se tient bien droit avec sa croix. La croix est un motif très fréquent qui va signifier que le Christ vient sur terre pour sauver l'humanité par son sacrifice. Encore un autre exemple qui est assez amusant, hein, on a cette fois le Christ lui-même, hein, qui a une auréole crucifère, qui lâche vers la terre un embryon qui est assez grand. Hein. Et puis on a des dispositifs parfois scéniques qui sont tout à fait étonnants, comme dans cette église de Toscane, tout est original ici comme dispositif scénique. On a d'un côté, tout à gauche, le Christ qui de nouveau envoie l'embryon, et il y a une façon de vous placer dans l'épaisseur de la fenêtre, et on le voit descendre, il est nu, il a les bras croisés comme en position d'attente, mais avec un air très majestueux, et avec un sexe aussi très apparent. Et Marie est de l'autre côté. Donc là, c'est une solution de nouveau assez unique, originale, de cette église de Toscane. C'est le Biago di Goroghesi comme annonciation. Le plus souvent, c'est la position du plongeur. Donc on a un embryon plongeur, les bras en avant, sur le rayon qui part du Père et qui aboutit soit à l'oreille, soit au ventre de Marie. Ici, 1350-1380, une église en Slovaquie, il descend sur le ventre en direction de l'oreille de Marie et précédé par la colombe. Parfois, Dieu le Père a un geste un peu curieux, comme ça il le pousse, il pousse ses fesses, comme s'il n'était pas vraiment décidé à descendre avec sa croix. Il le jette sur terre, 1380. On voit quelque chose d'analogue ici, il a un geste vraiment assez vigoureux même. Vous voyez les deux mains, il le lance sur la terre. Ici également, mais il est un peu plus doux quand même, il le pousse vers la terre. Dans cet exemple, alors on voit d'une part la colombe, d'autre part on voit le Christ, donc de nouveau le plongeur et portant la croix. Parmi les variantes, je vous signale celle-ci qui est intéressante parce que la Vierge est très grande. Et l'ange Gabriel, lui, il est tout petit, il flotte ici. Et le Christ descend dans une mandorle en prière. Donc là, c'est une variante très intéressante aussi. Ici, par contre, on retrouve le motif du plongeur tenant sa croix. Et dans l'imagination, alors unique, mais retenez cette image, je me demande s'il n'y a pas une source commune avec une ou autre qui est dite unique aussi. C'est le portail nord de la chapelle mariale de Würzburg, où la conception du Christ se fait, vous voyez bien, vous avez bien vu, par un long tuyau qui part des lèvres de Dieu le Père. N'oublions pas que c'est le problème du Verbe qui s'incarne, donc ça va partir de sa parole. Et là, on a choisi la solution du tuyau qui part des lèvres de Dieu le Père jusqu'à la tête de Marie.
Et le Christ, eh bien, vous ne le voyez peut-être pas très bien ici, il glisse sur le tuyau. Hein, alors je vous montre un petit détail, assez difficile à voir. Il glisse sur le tuyau pour arriver jusqu'à son oreille. Si on regarde maintenant sur d'autres supports, comme la tapisserie, eh bien, on retrouve les mêmes motifs. Ici, vous avez une tapisserie des Pays-Bas, où l'enfant descend en plongée avec une grande croix sur l'épaule. Un triptyque célèbre de Robert Campin, alors je vous montre d'abord le triptyque lui-même qui est magnifique. L'embryon se trouve là, c'est de nouveau un petit plongeur, il n'y a plus de colombe, donc cette fois il est tout seul. Regardez ce détail, il passe à travers une fenêtre. J'y reviendrai sur le passer à travers une fenêtre. Là on a encore une autre plongée, on voit juste la main de Dieu le Père qui le lance. Ici il descend à nouveau debout cette fois, c'est ça la variante. Voilà, il est ici. Il est debout, il semble marcher, hein, il ne part pas d'un bon pas comme ça avec sa croix sur l'épaule. Insolite, cette fois, c'est le toboggan. Alors il arrive chez Marie, sur le dos, hein, en glissant sur le dos comme un toboggan. D'autres artistes l'ont repris, comme sur cette lettrine enluminée, on retrouve un embryon qui glisse en direction de la tête de la Vierge, et il n'y a pas de colombe. Et parfois, alors on va se livrer à des acrobaties, comme ici, on a une sorte d'effet de vrille, hein, parce qu'il y a une vue en raccourci, et vous noterez qu'il a tout à fait l'apparence d'un couteau. Donc c'est un motif qui va disparaître. Peu à peu, des grandes commandes italiennes, on ne le trouve plus que dans des églises de campagne, et il va survivre au XVIe siècle, en France, comme dans ce manuscrit bourbonnais des heures à l'usage de Rome. C'est une lettrine ornée d'une vierge en prière qui reçoit un enfant en plongée, tenant sa croix. Dans les pays germaniques, ces annonciations en embryon vont rester un peu plus longtemps populaires dans les grandes églises. Et là, je vous montre deux exemples fribourgeois, forcément, puisque je viens de Fribourg. C'est le fameux maître à l'œillet que vous pouvez voir dans l'église des Cordeliers, où l'on a un petit embryon qui arrive en plongeur vers Marie. Et en 1522, c'est l'abbaye d'Autrive, près de Fribourg, ça se trouve au musée d'art et d'histoire à Fribourg. Wilhelm Stigler reprend ce thème, avec une curiosité, c'est que l'embryon arrive avant la colombe. Donc c'est la colombe en fait qui envoie la lumière. L'influence des textes sur ces documents serait un sujet vraiment très intéressant à approfondir, je ne l'ai pas fait ici. Je vous montre cet exemple, je vous ai parlé de la vitre, passer à travers une vitre. Eh bien, l'influence est celle d'un texte, celle des célestes révélations de Sainte Brigitte, qui a eu beaucoup d'influence sur l'iconographie. Elle nous dit que l'embryon entre dans le sein de la Vierge comme le soleil pénètre à travers une vitre. Et on en a une traduction, alors iconographique directe, dans ce tableau qui se trouve à Bonn, et probablement aussi dans le tableau de Campin, qui date aussi postérieur aux révélations de Sainte Brigitte. Vous aurez remarqué que dans toutes ces peintures, on a un enfant embryon qui est toujours un enfant bien formé, puisque le Christ a été créé d'emblée, corps et âme. Et c'est ça la principale signification théologique de cette image, c'est le corps incarné du Christ qui descend du ciel ou des mains de Dieu au moment de l'Annonciation. Si je regarde du côté des naissances, des grossesses profanes, des conceptions profanes, il y a très très peu d'images, mais il y a 2 ou 3 transferts iconographiques intéressants à noter, et je vais finir cette première phase avec 2 documents. L'un, c'est ce fameux manuscrit que vous connaissez peut-être, de Hildegard de Bingen, qui date du milieu du XIIe siècle. C'est une vision qu'a eue cette abbesse, où on voit une grossesse donc, profane, c'est pas la Vierge, une femme enceinte et le moment de l'infusion de l'embryon. Et maintenant que j'ai vu Würzburg, je me demande si c'est pas la même idée, hein, le tube qui part des lèvres de Dieu. C'est peut-être ça, ce tuyau qui arrive jusqu'à l'enfant. Un autre exemple très amusant, et là on a vraiment un transfert de l'iconographie sacrée sur l'iconographie profane. On retrouve cette image du petit homoncule, hein, il est ici, qui volette vers un couple, mais qui est cette fois dans une chambre à coucher tout à fait normale. On est dans un traité de morale chrétienne, un miroir d'humilité de 1462, et on a un couple au lit, la tête coiffée, avec quand même la Trinité hein, qui surplombe la scène, il y a le Fils à la gauche du Père, et dans un phylactère, il y a une citation de la Genèse, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ».
Donc on va reproduire le schéma connu pour les annonciations sacrées, mais cette fois dans un cadre tout à fait profane. Mais ce sont des images exceptionnelles et on pourra y revenir ensuite. Alors, comme les images sont très lourdes, j'ai coupé mon PowerPoint en deux. Je vous laisse souffler un peu, puisqu'on va enchaîner maintenant, et ce sera ma toute dernière partie qui est beaucoup plus courte, puisque l'iconographie est moins riche, c'est celle des visitations dans le monde occidental. On a là une iconographie donc issue du texte de Luc, dont on a parlé, donc c'est Marie qui arrive chez Élisabeth, cet enfant qui tressaille, donc est Jean-Baptiste, et qui est un moment merveilleux pour Élisabeth, parce qu'elle réalise qu'elle est vraiment enceinte. Et là, vous allez me dire, on a deux femmes, mais comment on sait qui est qui? Alors, dans l'iconographie, on a toujours distingué ces deux femmes. C'est très facile à voir. La Vierge a les cheveux sur les épaules, les cheveux dénoués sur les épaules, les cheveux longs sont un signe de jeunesse, de virginité. Élisabeth, qui est une femme âgée, a toujours la tête couverte. Donc aussi un motif, comme pour les Annonciations, très populaire pendant 2 siècles, 14e, 15e, qui est lié aussi à une fête, la fête de la Visitation, qui se répand dans tout le monde chrétien en 1389, une fête très populaire. On vénère la grossesse de Marie, et par là, toutes les femmes enceintes aussi s'y reconnaissent. Donc c'est une fête importante. Il y a un poème du XVe siècle qui va influencer cette iconographie et qui nous dit, à propos de Jean-Baptiste, « Notre-Dame qui était pleine de notre Seigneur Jésus-Christ, s'y vint voir sa chère cousine, or entendait ce que l'enfant fit, de dans le ventre de sa mère, s'agenouilla devant son maître. » Et c'est vraiment ce qu'on va voir. Donc c'est l'influence. Là, on ne trouve pas ce détail dans Luc, on le trouve dans le poème contemporain de nos images. Alors voyons comment c'est traduit. Donc on a des embryons, je dirais, extra-utérins qui sont posés devant le corps des deux femmes, entourés de rayons. Alors je vous montre comme toujours d'abord les plus anciennes, 1409. Puis on continue dans le temps, avec encore des embryons extra-utérins qui sont posés sur le ventre de chacune des deux femmes, donc toujours l'une avec les cheveux dénoués, l'autre avec un voile. Et ici, il y a un détail qui m'intéresse, c'est toutes les clés qui pendent à la ceinture d'Élisabeth. Alors on a dit, c'est le symbole du pouvoir de la femme âgée, hein, la maîtresse de maison. On peut se demander si ça n'évoque pas aussi le souci de fermeture de la matrice, hein, d'autant plus important si sa grossesse est tardive, hein, donc risque de fausse couche. Voilà, c'est peut-être une deuxième lecture qu'on pourrait faire. Autre exemple ici, c'est un peintre anonyme, un très beau tableau qui se trouve à Lyon vers 1430, et où on distingue très bien Jean-Baptiste agenouillé et le Christ debout qui le bénit. Comme une position de marche, hein, ici. Et là, on voit de nouveau de deux petits enfants très potelés, hein, un qui s'agenouille, deux poutis vraiment, qui se font face, qui dialoguent, hein, à 2 niveaux. La même chose ici, on a l'impression qu'ils flottent. Hein, ils flottent. Là, il n'y a pas d'auréole, il n'y a pas de mandorle, ils flottent tout simplement devant leur corps de leur mère. Là, on peut relever le fait que le Christ a les bras croisés, une iconographie qu'on a vue sur la scène de l'Annonciation. Hein. De l'autre côté, Jean-Baptiste est à genoux et prie. Et là, il y a un détail à relever, une curiosité, je ne sais pas si vous voyez laquelle c'est. Ils sont les deux agenouillés. Hein, ils sont les deux agenouillés. Ben, c'est une variante. Autre variante, parfois on met pas l'embryon, on met une étoile. Donc c'est une façon un peu déjà d'escamoter le problème qu'on va voir. On met une étoile, 2 étoiles semblables. Là, c'est peut-être le plus beau. Hein. On a vraiment de petits enfants potelés, très bien figurés. Donc des images qui sont tous sauf réalistes, des modèles réduits d'enfants. On voit bien qu'on ne s'intéresse pas du tout au côté embryogenèse, hein, mais c'est vraiment la figure humaine du Créateur. Là-dedans, alors encore une scène où sont les deux face à face. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un transfert de cette iconographie pour la grossesse de Sainte Anne. Sainte Anne, enceinte de la Vierge. Alors, il n'y a pas beaucoup de documents. Un document de la peinture, Sainte Anne priant, concevant la Vierge, qui transparaît en mandorle. Dans la statuaire, l'effet alors est vraiment très frappant. C'est une statue, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc je vous l'ai dit, hein, du XVe siècle, où on voit un embryon extra-utérin, mais qui semble comme surgir vraiment hein, du corps de Sainte Anne, et qui surgit, pas comme un bébé, mais comme une jeune femme, où on assiste sur ses seins, on assiste sur son ventre,
comme pour anticiper son rôle futur de mère du Christ. Donc c'est un document tout à fait extraordinaire. Maintenant, on arrive à la fin du XVe, et dans l'iconographie, on voit qu'on va retourner au seul gonflement des robes, et que les embryons, comme ici, vont disparaître. Je vous montre cette image parce qu'il y a un détail amusant. Marie a un ventre plus gros que celui d'Élisabeth, or elle est enceinte plus tard. Mais ça s'explique théologiquement, puisque le corps du Christ a été formé instantanément dans le ventre de Marie, qui a gonflé plus rapidement que celui des autres femmes enceintes. Donc les dernières visitations avec embryon, elles vont être peintes, je vous montre encore une autre pour le plaisir, elles vont être peintes plus tard, comme celle-ci de André Haller, c'est le retour des embryons extra-utérins, 1470, et là c'est une des toutes dernières occurrences. Ils sont de nouveau tellement extra-utérins qu'ils sont même dans la nature. Ils sont vraiment en dehors du corps des deux femmes, ils flottent comme nos deux bulles dans l'espace naturel. Quelques mots sur la Vierge enceinte seule, qui dans l'art chrétien d'Occident a aussi existé comme iconographie avec 3 variantes. Celle qui nous intéresse moins, puisque c'est simplement une femme enceinte avec un ventre rond, et elle le désigne avec sa main, ce ventre rond, ou elle le désigne avec sa robe fendue, comme dans le célèbre tableau de Piero della Francesca. Et puis un deuxième type qui là nous intéresse, où le Christ embryon apparaît dans le ventre maternel. Et là, dans cette mouvement d'or, je le trouve intéressant parce qu'on a l'impression aussi que la robe est fendue. Donc on est à la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Ici, une conception de la Vierge qui est intéressante parce qu'il y a un emboîtement de personnages dans une sorte de mandorle fantastique. Le Christ est dans la Vierge est dans la mandorle, dans le sein du Père qui tient le cadre du cosmos. Mais c'est dans la statuaire que c'est un type de Vierge enceinte qui devient très populaire au XVe siècle, sous le nom de Notre-Dame des Avants, ou Vierge de l'expectation ou de l'espérance. Moi, je vous en montre une que vous connaissez peut-être, elle n'est pas loin, elle est dans le Jura français, à Chissay, la Loue, où elle est toujours en place. Elle est difficile à photographier parce qu'elle est en haut, donc là c'est une photo que j'ai prise depuis en bas. Et qui, donc cette Vierge est vénérée comme les autres, surtout le 8 décembre, qui était une fête de la grossesse de la Vierge, qui va devenir la fête de l'Immaculée Conception. Dans la statuaire, il y a encore une variante, c'est quand on met une niche, carrément il y a une niche creusée dans le corps de la Vierge. Ça c'est une variante plutôt espagnole, et celle-ci date du 7e siècle, donc qui est un peu plus réaliste, puisqu'on va même mettre une petite vitre pour empêcher qu'on vole l'enfant Jésus, qui est amovible. Et dans le monde germanique, on a, pour certaines, puisqu'elles ont été détruites, vous le verrez pourquoi, on n'a parfois plus que le souvenir de ces statues qui étaient l'objet d'énormes vénérations, comme ce tableau du XVIIe qui conserve le souvenir d'une statue de 1400 qui avait une niche à l'intérieur. Celle-ci, je l'ai trouvée récemment, elle est à Malte. Elle existe toujours, donc à Malte, la contre-réforme ne l'a pas détruite. Alors on est très proche du symbolisme des Vierges ouvrantes, sauf que dans les Vierges ouvrantes, bien sûr, on n'a pas l'embryon, on a la vie du Christ, la Trinité, comme celle-ci qui se trouve dans le musée du Louvre. Donc ces peintures, ces statues de la Vierge, il faut savoir qu'elles vont susciter une vénération extraordinaire. Par les femmes enceintes, par les femmes qui veulent être enceintes aussi, donc les femmes stériles, et ces images si populaires vont être condamnées, vont être interdites par les théologiens dès le XVe siècle. Et pourquoi? C'est l'inverse de ce qui s'est passé dans le monde byzantin, c'est à cause de la doctrine de l'incarnation, mais pour une autre raison. On veut bien, donc le Christ a reçu son âme dès la conception, mais on veut insister sur son humanité. Et c'est ce que nous dit Antonio Pierozzi, qui est un abbé du couvent de San Marco, en 1436. Il faut condamner les peintres qui, dans l'annonciation de la Vierge, peignent un petit enfant Jésus, envoyé tout formé dans le sein de la Vierge, comme si son corps n'avait pas été formé par la substance même de la Vierge. Donc, l'image qui sera politiquement correcte, c'est celle-ci. C'est une grossesse, mais on ne voit pas donc la transparence, on ne voit pas non plus cette annonciation sous la forme d'un petit homoncule. Et le Concile de Trente, en 1545, va répéter ces condamnations. Il ajoute une autre dimension, qui, elle, est sociologiquement très intéressante, c'est aussi au nom de la décence. Ces images de vierges avec un ventre transparent sont indécentes. Et c'est du coup, on va donc les détruire.
On nous dit qu'à Zadar, en Croatie, il y avait un tableau très très aimé où Saint Jean gambadait de joie dans le ventre de sa mère. Il a été brûlé sur ordre de l'évêque au XVIe siècle. Parfois c'est plus tardif, au XVIIe siècle, il y avait une vierge ouvrante avec un petit Jésus dedans, que les gens venaient, les femmes surtout, venaient solliciter. En 1689, le curé reçoit l'ordre de ne plus tolérer cette superstition et il fait entourer le ventre d'une barre de fer. On ne peut plus l'ouvrir. Et on va trouver d'autres stratagèmes, comme ici, où en fait il y a le monogramme du Christ. Mais Marie-France Morel m'a envoyé cette image en me disant que, par exemple, cette Vierge enceinte du 19e, qui est dans une niche à l'extérieur de l'église, d'une église en Provence, eh bien, aujourd'hui encore, parce qu'elle montre ce ventre rond, on la trouve indécente. Donc, aujourd'hui encore, elle gêne des sensibilités. Le motif des grossesses transparentes n'est toutefois pas mort. Il va trouver un nouvel éclat au XXe siècle chez Chagall, en 1913. Et aujourd'hui, je vais y arriver dans une minute, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus derrière. Je vais vous montrer une lithographie de l'Eniki de Saint-Phal de 1995, une grossesse transparente, profane. D'hier à aujourd'hui, comment se passe l'évolution? Je reprends de l'époque moderne. Est-ce que vraiment les progrès scientifiques suppriment tout mystère? En me penchant sur l'iconographie de l'embryon dans les traités d'anatomie, d'obstétrique, de la Renaissance à l'époque moderne, j'ai été très frappée de constater combien, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les représentations de l'embryogenèse vont être marquées par des conceptions théologiques, et qui se résument toujours à cette même idée: l'homme étant fait à l'image de Dieu, il doit avoir un aspect humain dès les premiers mois de la gestation. Nous avons deux exemples. Une planche anatomique du XVe, où l'on voit le premier livre d'anatomie illustré de bois gravé, colorié. Donc une femme gravide, puisqu'on a toujours cette idée qu'une femme, pour être femme, doit être enceinte, avec un fœtus accroupi, les mains sur le visage, tout à fait étonnant, qui attend d'être amené à la vie et qui se rapporte à une idée, c'est que tous les humains créés par Dieu sont dans le ventre d'Ève dès la création du monde et attendent d'être réveillés par la fécondation. Donc on a ce décalage, livre d'anatomie, mais en même temps on est en pleine théologie. Ici aussi, on a chez Bianchi un traité qui résume l'embryogenèse, et vous voyez qu'à partir du 7e stade, on a déjà un petit homoncule qui ne fait plus que grandir en gardant le sourire. Vous voyez qu'il est toujours très souriant, c'est un petit embryon très content, et il grossit en souriant. Et c'est pas un hasard, on est au XVIIIe siècle, la même planche est reprise par un prêtre sicilien qui veut démontrer par là qu'en cas d'accouchement difficile, il faut baptiser l'embryon pour sauver son âme, soit in utero, soit par une césarienne post-mortem, et il utilise cette planche pour prouver que l'embryon a une forme humaine dès un stade très précoce de la grossesse. C'est la même chose qu'on va retrouver ici dans un traité, aussi fin du XVIIIe. C'est vraiment plus qu'un embryon qui gonfle, mais qui est déjà un homme en réduction dès le départ. Des traités d'anatomie qui se font aussi le miroir de réflexion sur l'embryon entre la vie et la mort, comme dans ce traité d'anatomie où les préoccupations esthétiques vont complètement primer. On a là un squelette de fœtus qui joue avec des embryons, il est bien debout sur ses jambes, bien droites, avec un déhanchement assez élégant, un contrapposto tout à fait typique pour l'époque. Des images qui sont très proches de ce qu'on appelait les vanités ou memento mori, ornées ici de deux textes. Donc on a 4 embryons sur de petites mises en scène de la fin du XVIIIe. On aimait beaucoup ça avec des vers qui rappellent la brièveté de la vie. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Grâce au développement de l'échographie et d'autres techniques d'investigation, on sait tout, ou on croit tout savoir, ou on espère tout savoir de l'état de santé du futur bébé, et on ne doute plus de sa survie, une sorte d'assurance qu'on croit prise dès le départ de la grossesse. Alors, je vous montre là un article qui est sorti l'année dernière dans un magazine en Suisse allemande. Je mets bien l'expression Bauchschau. Les femmes, et ça c'est quelque chose au niveau sociologique de nouveau, les femmes affichent leur ventre. Alors que vraiment pour toutes les périodes qui précèdent, on le cache. On le montre très rarement. Et même elle l'immortalise. On fait des photos, dit-elle. Moi je le montre sur la plage, etc. Même si les gens sont un peu étonnés. Ça c'est vraiment un phénomène historique nouveau et qui n'a pas encore été étudié. Est-ce que pour autant cette image est désacralisée? Là c'est l'enquête de Jean-François Ternay qui est parti sur l'internet pour voir un petit peu ce qui se passait et qui voit que l'embryon est toujours le miroir des craintes et des espoirs de notre époque.
une image qui est détournée, récupérée, comme sur le site de Greenpeace, où on va prendre une vieille image, une bonne vieille image que tout le monde connaît, c'est un embryon avec une malformation bien connue, l'ichtyose, mais que Greenpeace détourne en montrant, regardez ce qui se passe, on est soumis à des radiations. Donc c'est un site antinucléaire. Ou à droite, vous avez un site contre la dioxine, et là on va jouer sur la surexposition de l'image, donc il y a un traitement de l'image qui la manipule pour renvoyer à ce souci de l'empoisonnement. Évidemment, les sites contre l'avortement qui vont se réapproprier ou retravailler des images type Lennart Nilsson, avec un discours souvent associé qui me rappelle terriblement les traités de gynécologie de la Renaissance. Alors je vous les lis qu'on croit, mais donc ça c'est sur un site. Aujourd'hui, on dit l'enfant va au réveil, fait quelques petits mouvements pour se dérouiller, il fait des essais de brasse avec le classique numéro de la marche à 4 pattes, avec pont en option, le jeu du cerceau, etc., numéro du jonglage. C'est ce qu'on voyait sur les traités, par exemple, de Carius Rosselin, traité d'obstétrique, qui connaît un succès extraordinaire. Il y a un autre élément qui m'intéresse. Dans les traités de cette époque-là, donc du 15e, 16e, l'embryon flotte dans l'utérus, sans placenta, sans annexe, rien du tout. Il y a aussi une symbolique. L'enfant flotte dans le sein maternel, comme l'homme dans le cosmos divin. Et c'est une dimension qui est aussi toujours présente. Là, je vais vous montrer la photo du départ, qui en fait est la photo de la couverture du magazine Life de 1969. Retravaillée, bien sûr, c'est une composition, et on retrouve cette même image qui nous rappelle que d'hier à aujourd'hui, scannée, radiographiée, photographiée, la figure de l'embryon garde sa part d'insondable et reste le miroir de son temps, en nous plaçant encore et toujours devant les vertiges de l'origine. Je vous remercie de votre attention.